Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Un élagueur est venu cet été faire un peu de ménage sur le terrain et j'ai encore quelques belles branches de mon érable, branches vertes. Et puis on a un diamètre aux environs de 20 cm, 5 pouces et demi. Et puis mon projet, c'est de reproduire en version miniature un abat-jour qu'André Martel réalise sur son DVD sur le crochet. Et l'idée, c'est d'avoir une bordure naturelle à la base de l'abat-jour et puis de tourner en translucidité. Là, ce que vous me voyez faire à l'écran, c'est que j'essaye de percer quelques mystères pour pouvoir conserver l'écorce. On doit s'ajuster au mieux possible et pour dire la vérité, j'y suis pas arrivé. On essaie que la face soit plate, on essaie de conserver, on essaie d'être au milieu pour que la bordure soit égale. Et voilà ce que vous me voyez être en train de faire. La question qui se pose, c'est André Martel, lorsqu'il fait le projet sur son DVD, peut-être que justement, il y a eu 1000 précautions pour le taillage de la bûche, et moi, dans le fond, il y a quelques secrets qui me manquent. Néanmoins, la recette, elle est la même. Et là, ce que vous voyez côté contrepointe, c'est le bas de l'abat-jour, et ce qui est côté tête du tour à bois, c'est ce qui sera le haut. Donc, j'essaie de balancer, j'essaie de vérifier que mon écorce est égale partout, et puis on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de faire un tenon à la base de l'abat-jour, et puis un petit rappel, dans mon cas, un bois vert se tourne avec les mâchoires one-way, crantées, parce que le bois vert est un bois qui est un peu spongieux. Alors, les mâchoires crantées permettent justement une très, très bonne prise. Et donc, je suis en train de faire le tenon de la bonne dimension. Et enfin, égaliser le fond du tenon pour que tout ça tienne bien en place. Étape suivante. Donc, j'ai mis ma pièce au mandrin. Et puis, je suis en train de vous montrer ce à quoi va ressembler l'abat-jour. Et puis, on est comme ça, c'est que mon abat-jour va être. Donc, le côté contrepointe, maintenant, devient le haut de mon abat-jour. L'écorce ici est sans conséquence. Et là, il s'agit donc de donner la forme et de préparer la courbure, si on veut, de l'abat-jour et tout ça. Là, c'est la partie plein de copeaux, c'est très agréable. Tel que mentionné dans ma dernière vidéo, je travaille avec un affûtage et un polissage de la gouge. Et puis, c'est un réel plaisir que de voir les copeaux s'envoler sous nos yeux. Ça tranche très bien. Et pour dire la vérité, je suis en train littéralement de m'enterrer dans les copeaux dans mon atelier. Il va falloir que je procède à de l'élimination très prochainement. Donc, je crée un arrondi et dans un autre angle, tantôt on verra, je vais façonner ce que André Martel appelle la trompette. C'est le haut de l'abat-jour qui va permettre, dans un scénario idéal, de passer le fil pour l'ampoule et possiblement le système de suspension à déterminer. Et puis, je fais des copeaux. J'ai pas de mesure précise. En fait, je n'ai aucune mesure, sinon que le diamètre de la pièce est supérieur à la longueur de la pièce, parce que j'ai la conviction que je n'arriverai pas à un produit assez bon pour finir. En fait, vous voyez un petit peu, il y a de l'écorce, là, et je n'arriverai pas là, à avoir une bordure égale. Il y a des petites notions qui me manquent encore.
Je suis en train de travailler la trompette. Ici, je remarque que j'ai ma gouge à profiler parce que la courbe, elle est assez importante. Cette gouge aussi, là, je suis rendu que j'essaye de polir tous les outils qui me tombent sous la main, là. Et je dois avouer que ça aussi, ça fait une différence dans la gouge à profiler. Et puis, ça donne des copeaux très fins, bien agréables. Et la trompette, on va voir plus en détail après, c'est cette partie qui ressemble à un tenon. Elle n'est pas encore de la bonne dimension, on va travailler ça. Donc, la trompette, c'est ça. Je ne sais pas si à ce point-ci, j'ai la bonne, la bonne longueur. Je crois que oui. Et en suivant la recette de Martel, d'André, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un petit arrondi. Et c'est un bel exercice de précision. En fait, je prends mon ciseau à saigner, je crée une dépression et ensuite de ça, je vais arrondir du mieux que je peux cette section avec mon outil en pointe. Et quand je vais retourner à nouveau la pièce, la trompette devient un tenon, mais la petite partie en dépression ne sera pas touchée par les mâchoires. C'est donc que, c'est ça, je n'en dis pas plus pour tout de suite, on va comprendre la stratégie plus tard. Là, je dois prendre mon outil en pointe, c'est ça. Donc, avec mon outil en pointe, je vais créer l'arrondi. Et mon arrondi ne sera pas touché par les mâchoires lorsque je serai pris en tenon. C'est ça que je voulais dire. Maintenant que ma trompette a le bon diamètre et la forme voulue, je commence à creuser dans la trompette. En théorie, un fil électrique passerait par là. Et l'idée, c'est que quand je vais retourner à nouveau la pièce, je vais aller rejoindre l'ouverture. En réalité, un abat-jour, comme je suis en train de le tourner, comme André aussi le fait, c'est une bûche dont le cœur a été enlevé, si on veut. Et puis, voilà. La coupe que vous me voyez faire, ça aussi, c'est une chose que je pratique parce que André le fait dans son DVD. Donc, c'est ce que lui appelle la coupe en l'air. C'est donc, on part avec la gouge à bol, on part du centre de la pièce, et puis, en présentant le tranchant de janvier, si on pense à une horloge, là, donc midi, 1 heure, 2 heures, et on va chercher le centre. On aura une meilleure vue de cette coupe à l'étape suivante. Ici, vous avez le résultat, ou en fait l'état de la coupe avec la coupe en l'air. C'est très bien. Donc, avant d'utiliser le crochet, je pratique la coupe en l'air et j'attire votre attention sur ma façon de tenir la gouge. Parce que on ne réussit pas cette coupe-là du premier coup. Et en québécois, on dirait on brûle du gaz aussi. C'est un exercice qui est exigeant physiquement. Et surtout que si vous avez remarqué tantôt, moi, il y a un nœud dans ma pièce et à chaque fois que j'arrive à la hauteur du nœud, là, j'ai une bonne résistance et il faut que je prenne mon temps, que je reprenne mon souffle. Donc, la façon de tenir, en tout cas, c'est particulièrement, dans mon cas ici, la main droite. C'est qu'à un moment donné, vous allez voir que je vais utiliser tout mon avant-bras pour faire du poids sur la gouge, pour être capable de bien aller tailler et économiser de l'énergie. Là, je vous en parle, c'est curieux parce que je ne le fais pas, mais vous me voyez lutter ici avec le nœud. Mais à un moment donné, je dépasse l'obstacle, comme on dit. Et puis, vous voyez, là, je viens de pousser un soupir. Et puis, à un moment donné, on se place. J'essaye de pratiquer, de me détendre quand je tourne. Et
de relâcher un peu les muscles, de relâcher, de ne pas être crispé. Si vous n'avez jamais essayé ce genre de coupe, il n'y a pas de souci. Je vous recommande d'aller à vitesse modérée, mais c'est pas facile. Mais en même temps, lorsqu'on commence à maîtriser, c'est très bien, c'est très agréable. Donc, à partir d'ici, je tiens ma gouge comme il le faudrait. Et là, vous voyez les copeaux s'éjecter de la bonne façon. C'est le but recherché. Mais comme je suis crispé sur mon manche, c'est énergivore. Mais en même temps, le nœud, il me joue des tours. Il faut que je compose avec ma fatigue. Je vais zoomer dans l'image pour essayer de vous donner la meilleure vision possible du tranchant. J'essaye ça. Voilà. Alors, ça ressemble à ça, la coupe en l'air. S'il n'y avait pas de nœud, ça irait mieux. Et en passant, ma gouge commence à avoir de l'âge, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus beaucoup de vie dans la gouge. J'en ai passé pas mal. Et puis, évidemment, encore une fois, un affûtage le mieux possible. Je cherche le centre. Je me déplace. En fait, là, je suis mal placé. Chaque coupe est exigeante. Il y a des copeaux partout. Alors voilà le résultat de la coupe en l'air, tel que j'ai été capable de la faire. C'est une coupe qui est très nette, très franche. La coupe en l'air, elle a une limite reliée avec le porte-outils et la gouge. Je ne veux pas tellement entrer dans les détails, mais c'est maintenant le temps de faire place au crochet. Ça fait déjà quelques vidéos que vous m'avez vu, que vous avez possiblement vu. Mon expérience du crochet s'améliore encore. Je suis plus habile, je suis plus certain de moi. Pour ceux qui diraient, attention Marc, tu portes pas ta visière, c'est vrai. La raison, c'est que je ne suis plus dans la ligne de feu. La ligne de feu étant à égalité avec la pièce. Je suis à l'extérieur, donc je ne crains pas. Invisible à l'écran aussi, je revérifie occasionnellement ma prise au mandrin. Et puis, j'ai dit tantôt que le bois vert était un peu spongieux. Effectivement, toujours capable de resserrer ma pièce. Et puis, ça va très bien. Concernant le crochet martel, qu'est-ce que je pourrais dire de nouveau? Eh bien, que je découvre à l'usage qu'en vérité, j'aurais dû acheter le crochet moyen. Le petit crochet est vraiment pour les petits projets. Et le crochet moyen aurait été idéal pour ce genre de pièces. C'est-à-dire qu'on peut aller en profondeur, mais plus on va profond, plus c'est énergivore sur le tourneur. Et puis, s'il y a des nœuds ou des difficultés aussi, il faut composer avec. Le crochet se défend très, très, très bien, il n'y a pas de souci. Cependant, le tourneur, il brûle du gaz. Et moi, c'est ce que je découvre. Voilà. Donc, c'est l'évidage classique. Donc, on part du centre, on trouve le tranchant, et puis on enlève la matière. Ça va très, très bien. Et encore une fois, je découvre que des affûtages réguliers, de petits affûtages régulièrement, c'est mieux qu'un gros affûtage occasionnel. Ce qui se produit éventuellement, c'est que, comme on le voit un petit peu, j'arrive au centre, donc j'ai percé bord en bord de mon abat-jour. Puis là, le monde idéal, ce serait un porte-outils avec buté, ce serait le crochet moyen, pour être capable d'aller enlever la matière qui est au fond de mon abat-jour. Là, je suis en position de difficulté. C'est dur d'aller enlever ce qui est loin, sans buter. Et dans quelques temps, là, je me promets d'aller voir André, de m'équiper
avec le crochet à buter et tout. Et on aura l'occasion d'en reparler. Étape suivante. Je me permets de vous présenter mon plus récent apprentissage. C'est d'utiliser les angles que me permettent le crochet. Malheureusement, c'est déjà passé, mais vous m'avez vu mettre le crochet sur le côté pour aller chercher de la matière. Puis, je suppose que je vais recommencer. Là, voilà, ça, là, c'est le crochet, c'est des angles possibles. Et ensuite de ça, on n'a qu'à tirer. Et dans le fond, selon le tranchant qu'on présente, ben, les copeaux s'en viennent. Ça, là, c'est mon plus récent apprentissage. Et si j'avais une butée, je pourrais être meilleur parce que la butée me sert justement d'appui, alors que là, il faut que c'est mes mains là, et mon corps qui tiennent le crochet pour l'envoyer là où je veux, avec la profondeur que je veux. Donc ça, c'est mon plus récent apprentissage. En faisant la vidéo, je regarde les copeaux revoler partout et je trouve ça, c'est quoi le terme? C'est satisfaisant, c'est hypnotique, très agréable à regarder. Bon, là c'est vrai, on va à l'étape suivante. Donc, j'enlève devant vous mon abat-jour pour vous montrer comment l'écorce est disposée sur mon projet. Et c'est là qu'il y a des petites affaires. OK. On va marquer. Bon, ce qu'on vient de regarder, justement, c'était ce que je disais tantôt. C'est que ma petite bordure arrondie n'a pas été touchée par les mâchoires. Mais là, la dernière étape, qui consiste à amincir l'abat-jour au plus près pour arriver à la translucidité, eh bien là, la partie qui était tenue au tenon devient libre, en fait, devient à découvert pour que je puisse couper dedans. Et mon petit anneau arrondi que j'ai fait, c'est lui seul qui tient la pièce. Et puis, comme les mâchoires sont crantées, eh bien, ce que ça fait, c'est que mon petit arrondi ne sera pas marqué. Ça fait trois abat-jours que je fais. Et les 3 fois, ça a donné ce résultat-là. Là, ici, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de centrer au mieux mon abat-jour. Et puis, ça semble pas marcher du premier coup. Mais ça va y aller. Un projet d'abat-jour en bois vert, ce qui est vraiment intéressant, c'est que premièrement, on a l'occasion de faire des copeaux comme jamais. Des copeaux par l'intérieur, à l'intérieur, des copeaux par l'extérieur. Et puis une autre étape que je trouve extrêmement intéressante, c'est d'aller en translucidité. C'est-à-dire de tourner tellement mince que la pièce, que la lumière va passer au travers de la pièce. C'est la première fois aussi que je le fais dans l'atelier. J'ai fermé toutes les lumières. Puis ça me donne de voir ma lumière comme il faut. Et puis là, actuellement, je suis avec ma gouge à creuser qui est présentée sur le côté et tranquillement, je fais littéralement des cheveux d'ange. J'ai un ventilateur, parce qu'il fait chaud dans mon atelier, j'ai un ventilateur qui souffle contre moi et à l'occasion, on voit les copeaux partir dans la direction opposée. C'est très, 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 très agréable. Et un autre de mes apprentissages, c'est qu'il ne faut pas hésiter à arrêter pour mesurer l'épaisseur de notre pièce avec un compas d'épaisseur. C'est vrai que les couleurs sont un indicateur, mais la bordure rouge là, que vous voyez, c'est encore 3 mm d'épaisseur. Et ça, moi, ça m'a vraiment étonné. Quand on commence à voir le jaune, évidemment, c'est plus mince, mais jamais j'aurais pensé que rouge, on était à 3 mm. C'est énorme. Et donc, en mesurant souvent, on prend aussi un petit peu plus d'assurance, c'est-à-dire que 3 mm, c'est quand même de la matière, là. Et puis, voilà. Le fait que mon écorce n'est pas disposée également, là, je soupçonne que c'est parce que, en premier lieu, j'ai pas mis ma pièce correctement. J'ai encore des travaux à faire là-dessus. André Martel, dans son DVD,
Ça fonctionne, la bordure, elle est égale partout, ça fait comme une robe, une ceinture. Puis la translucidité, elle est partout, sur toute la pièce. Moi, j'arriverai pas à ça. Moi, il y a aussi la forme intérieure avec le crochet. C'est très important d'avoir une forme le plus uniforme possible, ce que moi, je ne suis pas encore arrivé à faire parce que j'ai pas la butée pour m'aider. Mais l'exercice de faire les étapes en soi, c'est un très, très bel exercice. C'est très intéressant et très plaisant. On le voit que c'est pas égal ma translucidité. J'ai comme une lumière, un abat-jour disco, là. C'est étonnant. On voit pas beaucoup sur le compas d'épaisseur, mais sans dire qu'on peut y aller franchement, c'est pas l'idée. Mais c'est pas si difficile que ça. Le secret étant, on prend son temps et un outil bien affûté. Alors ça, c'est le résultat de ce que j'ai été capable de faire. Donc ça, c'est le plus beau côté, mais malheureusement, il y a des affaires qui ne sont pas égales. Mais comme dit le proverbe, hein, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais comme c'est le fun comme projet. Voilà donc le minuscule abat-jour terminé avec ce que j'ai été capable de faire. Donc, une bordure naturelle, il y a quelque chose qui manque un peu, un petit avarie en cours de route, une translucidité assez bien réussie pour ce que j'ai été capable de faire. Et puis, le séchage de cette pièce, c'est à l'air libre, naturel. Et puis, je suis heureux d'annoncer qu'il n'y a eu aucun craquage. La pièce est restée telle qu'elle. Voilà. Alors, si je vous ai été utile, faites-moi signe, j'apprécie toujours, et au plaisir de se revoir une prochaine fois.